Chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver ce soir pour la suite de nos émissions consacrées au livre que vous avez sous les yeux, The Most Dangerous Superstition, la plus dangereuse des superstitions. Alors, évidemment, certains peuvent penser que tout ça, c'est du blablabla, quand est-ce qu'on passe à l'action? Alors c'est le moment de vous rappeler, chers amis qui nous écoutez, cette, image tirée du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent Anthony Robbins. Je vous la mets à l'écran, hein. La naissance de l'excellence, la croyance. En fait, le livre dont il est question, la plus dangereuse des superstitions, heu, met, en quelque sorte, en pratique ce que l'on trouve sur ce schéma. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Bah, vous le voyez comme moi, j'espère que c'est net à votre écran. Dites-moi si ma voix vous parvient bien en ce début d'émission. En tout cas, merci d'être là, toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Vous êtes 14-15 à mon compteur, ça monte, ça fait plaisir, ça nous encourage. Alors vous voyez que, sous vos yeux, il y a ce schéma qui s'appelle La naissance de l'excellence, la croyance, tiré du livre Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Et vous voyez que dans ce schéma, on y trouve 4 pavés. Si je prends celui en bas et à gauche, vous trouvez le pavé croyance, conception. Au-dessus, vous voyez que ça engendre, puisque la flèche se dirige vers le carré du dessus, ça engendre un potentiel. Donc autrement dit, vos croyances, nos croyances engendrent un potentiel, autrement dit, engendrent nos capacités. Je vous rappelle cette phrase de Virgile, hein: «Ils peuvent parce qu'ils croient qu'ils peuvent, ils peuvent parce qu'ils croient qu'ils peuvent». Et vous voyez que ces capacités que nous pensons avoir, du fait de nos croyances, elles engagent des actions qu'on pourrait traduire aussi par des comportements. Et vous voyez que ces comportements, ces actions, eh bien, produisent des résultats. Et ces résultats viennent renforcer nos croyances. Alors évidemment, dans une perspective, je ne sais pas s'il faut dire influencée par la tradition judéo-chrétienne, on vous dit, si, tu veux avoir des résultats meilleurs, il faut que tu changes, tes comportements, il faut que tu modifies tes actions. Ça va engendrer beaucoup d'efforts pour parfois, un piètre résultat, hein. Quand on prend, la situation de préparation d'un examen, à l'école, certains élèves travaillent très, très dur pour obtenir cet examen, et pourtant ont des résultats décevants. On serait tenté de penser que c'est parce qu'ils sont moins intelligents que d'autres, mais ce schéma nous donne la clé. Ils sont probablement avec des croyances du type: «Je suis nul en maths, donc je ne vais pas pouvoir, malgré tous mes efforts, obtenir le bon résultat». Donc vous voyez bien que ce qui engendre le résultat, au final, ça n'est pas tant le comportement, mais la croyance. Alors pourquoi je fais ce détour par ce schéma? Parce qu'en fait, ce qui justifie l'existence d'une autorité manifestée par un gouvernement, c'est parce que nous accordons à ce gouvernement une confiance qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire nous estimons que les hommes et les femmes qui le composent sont différents de nous, c'est-à-dire en l'occurrence plus fiables que nous-mêmes. Alors à partir de là, évidemment, vous allez me dire, ça fait des centaines, d'années, que cela dure, mais est-ce que pour autant on peut considérer, la durée de quelque chose comme une preuve absolue de l'existence de cette chose? Alors c'est tout ça que démontre, ce livre. Alors l'ensemble de ce livre finalement engendre ces fameuses, vidéos dont je vous ai parlé, qui se présentent comme 5 conférences de Marc Passio. On en a fait, vous voyez, une playlist sur notre chaîne Sur les pas de Pierre et Léna pour que, vous puissiez aller les écouter et vous allez, découvrir grâce à la précieuse traduction de Jeanne Traduction que, en fait, ce qu'évoque Marc Passio sur le thème de la loi naturelle, ça découle très naturellement du livre que nous sommes amenés à lire ensemble. Donc je vous remercie de votre présence parce que c'est vraiment très important
que vous compreniez l'importance de revenir à cette loi naturelle. Mais pour bien la comprendre, il faut que vous ayez les bases. Et c'est pas Pierre Lassalle ou un tel qui le dit, c'est Marc Passio, c'est-à-dire que cette loi naturelle, elle lui a été transmise en quelque sorte, enfin les idées qui sont exprimées pour dire ce qu'est cette loi naturelle, elles ont été transmises à partir du livre qui s'appelle donc, vous l'avez sous les yeux à nouveau, qui s'appelle donc La plus dangereuse des superstitions. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu comment ça s'organise la lecture de ce livre. Alors maintenant, pour ceux qui lui prennent cette émission en marche, eh bien, revenons au sommaire. Et donc, vous voyez que ce sommaire vous indique l'émission numéro 1, que vous trouvez d'ores et déjà sur notre chaîne YouTube, sur une playlist qui évidemment on constitue au fur et à mesure, consacrée à la lecture de ce livre, à voix haute. Et donc, il y avait une longue préparation du lecteur, mais qui s'explique par la nécessité de comprendre que nos croyances sont le fondement de tout. Et évidemment, beaucoup de personnes n'ont pas fait ou pas eu envie de faire ce travail d'introspection pour comprendre qu'une croyance n'est pas une vérité. Une croyance n'est pas une vérité. Et que par ailleurs, une croyance est comme un vêtement que vous portez. Si aujourd'hui vous portez un t-shirt rouge et que demain vous portez un t-shirt bleu, ça ne change pas votre identité, vous avez simplement changé de vêtement. Eh bien, beaucoup de personnes ont besoin de se désidentifier de leurs croyances, c'est-à-dire de comprendre qu'on peut changer une croyance sans y perdre son identité, de la même manière qu'on peut changer de vêtements sans changer d'identité. Il faut donc apprendre à se déconditionner parce que ces croyances, d'où viennent-elles? C'est là tout l'intérêt du livre d'Anthony Robbins que je vous encourage à lire, Pouvoir illimité. Eh bien, elles viennent de multiples facteurs. Il y a consacré un chapitre entier qui s'appelle La naissance de la croyance. Et donc, ces multiples facteurs influencent vos croyances et constituent en quelque sorte l'être conditionné que vous êtes et que je suis par la même occasion. Donc, vous voyez, dans l'émission numéro 1, il y a eu une longue préparation de façon à ce que vous ne sous-estimiez pas l'importance de tout ce déroulé du livre pour comprendre qu'il vous concerne, il me concerne, il nous concerne chacun, pour si on veut sortir de cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes, à savoir de donner notre confiance à des gens qualifiés de gouvernement qui ne la méritent pas. On le répétera jamais assez parce que ces gens sont comme vous et moi, ils ont des grands défauts et c'est pas parce qu'ils se trouvent dans un gouvernement que ça fait, et ça tout le monde le sait, des hommes ou des femmes vertueux. Donc, vous voyez qu'on a abordé ensuite la première partie qui porte le même nom que le livre, La superstition la plus dangereuse. On a abordé un premier paragraphe dans l'émission numéro 1 qui s'appelle En commençant par le mot de la fin. Ensuite, on a eu une vue d'ensemble, nous décrivant les 4 parties. On a identifié l'ennemi. Et puis, alors on a fait cette première émission à l'arrache à 1 heure du matin, donc le même jour en soirée, on a produit l'émission numéro 2 sur le thème Le gouvernement n'existe pas, on est toujours dans la première partie, les ramifications de la superstition, vous avez tout ça à l'écran. Tenter de rationaliser l'irrationnel. Alors, si vous étiez parmi nous, manifestez-vous dans le chat. Et si vous nous découvrez, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous amène ici et en quoi ce sujet vous intéresse. Ensuite, on a évoqué le mythe du consentement. C'est vraiment une période extraordinaire de l'histoire où je pense que beaucoup de choses peuvent être comprises. Et puis, plus de mythologie, davantage de mythologie. Et aujourd'hui, donc, on va arriver à cette émission numéro 3. Vous voyez qu'on a un bon menu qui nous attend, puisqu'on va poursuivre la partie 1 avec l'ingrédient secret. Je vous rappelle que cette première partie s'appelle la superstition la plus dangereuse. Donc aujourd'hui, on va aborder l'ingrédient secret. N'hésitez pas à poster des mots sur le chat de façon à ce que tous ensemble, nous musclions notre intention et puis à vous manifester. C'est trop dommage de voir que vous êtes une quinzaine de personnes déjà à suivre cette émission et de ne pas encore pouvoir se connecter avec vous par un pseudo, par une réflexion toujours bienveillante que vous voudrez bien poster sur le chat. Donc, n'hésitez pas à être interactif avec nous. Après chaque fin de paragraphe, on marque une petite pause pour lire les différents commentaires
que la lecture du livre vous inspire. Donc après l'ingrédient secret, on évoquera dès aujourd'hui l'excuse de la nécessité. Et puis ensuite, on passera à la partie 2 du livre qui s'appelle les preuves de l'autorité. Les preuves, en 2 mots, les preuves de l'autorité. Et on viendra décliner l'abandon du mythe. Pourquoi le mythe est tentant, hein, le mythe de la nécessité d'un gouvernement. Et puis, on parlera de ce parallèle entre un gouvernement et une religion, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner. Alors, je vous rappelle que vous pouvez télécharger ce livre. Je vais voir si je peux vous mettre à l'écran. On l'avait mis ici. Donc, grâce à ce lien que vous voyez en bas de l'écran, hein, je pense qu'il est facile à recopier, à moins que vous puissiez faire un copier-coller depuis le chat. Grâce à ce lien, eh bien, vous aurez à disposition les 50 premières pages de l'ouvrage, qui comprend l'émission du jour, celle de demain et celle d'après-demain. Donc, grâce à ce lien, vous aurez les 50 premières pages de ce livre dans l'état actuel où nous l'avons traduit. Alors, il peut y avoir quelques coquilles de ci, de là, mais dans l'ensemble, vous verrez, cette traduction est très compréhensible. Donc, et puis au fur et à mesure qu'on complétera la traduction en préparant les émissions suivantes, eh bien, on vous repostera régulièrement un lien de téléchargement jusqu'à ce qu'on ait traduit l'intégralité du livre. Et donc, chaque lien que nous vous postons, tel que celui que vous avez à l'écran actuellement, a une durée de validité de 72 heures. Donc, si ces 50 premières pages vous intéressent, ne tardez pas à les télécharger. Et donc, il vous suffit de taper https://mab.to/t/ et là vous avez un code, hein, à l'écran J2FXZSOI5OBEU1. Alors je vais voir si je peux vous retrouver ce lien de façon à ce que vous puissiez le récupérer, le téléchargement sans faire d'erreur. Et puis dites-moi si ce programme vous intéresse, vous plaît, ou si vous êtes passé là par le pur fait du hasard, ce qui reste toujours bien évidemment une possibilité. Alors j'étais en train de voir si je pouvais avoir ce lien, mais je ne sais plus exactement où je l'ai mis, donc ça sera peut-être pour un peu plus tard. Donc en tout cas, merci d'être là avec nous et on va sans plus tarder commencer la suite de cette lecture avec l'ingrédient secret. Alors j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Et donc voici quel est l'ingrédient secret, toujours en référence, je vous le rappelle, à cette partie 1 qui s'appelle la superstition la plus dangereuse. Alors l'ingrédient secret, dans leur tentative pour justifier l'existence d'une classe dirigeante, gouvernement, les étatistes, c'est-à-dire les partisans d'un gouvernement, décrivent souvent des choses parfaitement raisonnables, légitimes et utiles, puis proclament qu'il s'agit d'un gouvernement. Ils peuvent ainsi affirmer que lorsque les gens coopèrent pour former un système organisé de défense mutuelle, il s'agit d'un gouvernement. Ils peuvent aussi affirmer que lorsque les gens décident collectivement de la manière dont les choses comme les routes, le commerce et les droits de propriété fonctionneront dans leur ville, c'est un gouvernement. Ou encore, lorsque les gens mettent en commun leurs ressources afin de faire les choses collectivement plutôt que chaque individu doive tout faire pour lui-même, c'est un gouvernement. Eh bien, aucune de ces affirmations n'est vraie. Ces affirmations visent à faire passer le gouvernement pour un élément naturel, légitime et utile de la société humaine. Et ça, c'est notre conditionnement à tous. Mais elles passent toutes complètement à côté de la nature fondamentale du gouvernement. Le gouvernement n'est pas une organisation, une coopération ou un accord mutuel. D'innombrables groupes et organisations, supermarchés, équipes de football, constructeurs automobiles, clubs de tir à l'arc, etc., s'engagent dans des actions collectives, coopératives et mutuellement bénéfiques. Mais on ne les appelle pas gouvernements parce qu'ils ne sont pas censés avoir le droit de gouverner. Et c'est là l'ingrédient secret qui fait de quelque chose une autorité, le droit supposé de contrôler les autres par la force. Retenez bien cette phrase, le droit supposé de contrôler les autres par la force.
Alors, donc je vous invite là, on vient de finir ce paragraphe, on va continuer à détailler ce qu'est cet ingrédient secret. Je vous invite à la fin de chaque paragraphe à noter quelques mots que vous avez entendus lors de la lecture, de façon à, muscler, cette monnaie spirituelle telle que la qualifie, Marc Passio, qui s'appelle l'attention. L'attention, à muscler votre capacité d'attention. Et vous savez que je vous ai posté la dernière fois, une pratique, extraite, des moyens que nous partage le docteur Vitoz pour améliorer notre contrôle cérébral, donc qui s'appelle la lecture à haute voix. Donc ça consiste, après chaque audition d'une dizaine de lignes, c'est le cas à peu près de la longueur de ces paragraphes, de noter les mots qui vous reviennent pêle-mêle, tels qu'ils vous reviennent. Alors si je joue le jeu avec vous, eh bien j'ai entendu dans ce que je viens de vous lire le mot affirmation, et puis bien évidemment le mot gouvernement, et puis à la fin, dans la phrase que je vous ai répétée 2 fois, le mot supposé. Et puis évidemment, on se souvient que ce paragraphe s'appelle l'ingrédient secret. Alors n'hésitez pas à poster, avec chaque paragraphe comme ça, les quelques mots que ça vous inspire, de façon à muscler votre capacité d'attention. Je continue donc à vous détailler ce qu'est cet ingrédient secret. Les gouvernements ne sont pas le fruit de supermarchés ou d'équipes de football, pas plus qu'ils ne sont le fruit de personnes préparant et assurant leur défense mutuelle. Il y a une différence fondamentale entre comment pouvons-nous défendre efficacement et j'ai le droit de vous gouverner. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Contrairement à ce qu'affirment les manuels d'éducation civique, les gouvernements ne sont pas le résultat de l'économie ou d'une interaction humaine élémentaire. Ils ne sont pas le fruit de la civilisation et de l'organisation des gens. Sans la superstition de l'autorité, aucun effort de coopération ou d'organisation ne pourrait jamais devenir un gouvernement. Hein, vous avez bien entendu, sans la superstition de l'autorité, aucun effort de coopération ou d'organisation ne pourrait jamais devenir un gouvernement. Il faut un changement radical dans la perception du public pour qu'un fournisseur de services, qu'il s'agisse de nourriture, d'abri, d'information, de protection ou de quoi que ce soit d'autre, se transforme en un dirigeant légitime. Un système d'organisation ne peut pas devenir un gouvernement par magie, pas plus qu'un agent de sécurité ne peut devenir un roi par magie. Alors, 10 mots à noter pour ce paragraphe. On se souvient parfois plus facilement des derniers mots du paragraphe. Eh bien, les 3 derniers mots que j'ai entendus pour ma part, c'est roi par magie. Roi par magie. Et puis, on a parlé d'équipe de football comme exemple d'illustration. Et jouez le jeu avec moi, ceux qui sont là, ça nous aidera comme ça à être de plus en plus présents et puis à bien intégrer. On a parlé aussi de manuel d'éducation. Et puis on a parlé de la perception du public. Voilà, donc j'espère que tout ça, vous aide à bien, saisir cet ingrédient secret. Ce fait est lié à une autre affirmation des étatistes. Hein, je vous rappelle qu'on peut traduire ça de manière assez simple. Les étatistes sont les partisans, les défenseurs de la nécessité d'un gouvernement. La suppression du gouvernement entraînerait simplement la prise de pouvoir par des gangs violents, selon les étatistes, qui deviendraient à leur tour un nouveau gouvernement. Mais la conquête violente ne devient pas naturellement un gouvernement, pas plus que la coopération pacifique. À moins que le nouveau gang ne soit considéré comme ayant le droit de gouverner, il ne sera pas perçu comme un gouvernement. En fait, la capacité à contrôler les populations modernes, en particulier les populations armées, dépend entièrement de la légitimité perçue des contrôleurs potentiels. Aujourd'hui, gouverner une population de taille significative par la seule force brute nécessiterait d'énormes ressources, armes, espions, mercenaires, etc., à tel point que ce serait presque impossible.
Le spectre d'une bande de voyous impitoyables prenant le contrôle d'un pays peut faire l'objet d'un film divertissant, mais cela ne peut pas se produire dans un pays équipé des moyens de communication et des armes à feu les plus élémentaires. Le seul moyen de contrôler une population nombreuse aujourd'hui est pour le dirigeant en puissance de convaincre d'abord le peuple qu'il a le droit moral d'exercer un contrôle sur lui. Il ne peut acquérir la domination que s'il peut d'abord marteler le mythe de l'autorité dans la tête de ses victimes, les convainquant ainsi qu'il est un gouvernement légitime et adéquat. S'il y parvient, il n'aura besoin que de très peu de force réelle pour acquérir et conserver le pouvoir. Mais si son régime perd un jour sa légitimité aux yeux de ses victimes, ou s'il n'obtient jamais, ou s'il ne l'obtient jamais, la force brute seule ne lui assurera pas un pouvoir durable. Alors, quelques mots de ce paragraphe qu'on vient de lire. Pouvoir durable, on se souvient facilement, comme je le disais, les derniers mots. Il y a la question de la légitimité qui a été évoquée à multiples reprises. La question de la force, la question des armes, et puis bien sûr la question des limites de l'autorité. Voilà, je continue pour que ça ne reste pas découpé, n'hésitez pas à poster sur le chat. En bref, ni les coopératives n'ont jamais de gouvernement. Si le peuple pas quelqu'un a le droit de gouverner. De même, une fois que le peuple dans son ensemble sera libéré de l'autorité, il n'aura besoin d'aucune révolution pour être libre. Le gouvernement cessera simplement d'exister, car il n'a jamais existé que dans l'esprit de ceux qui croient à la superstition de l'autorité. Encore une fois, les politiciens et les mercenaires qui mettent leurs menaces d'exécution sont bien réels, mais sans légitimité apparente, ils sont reconnus comme une bande de voyous avides de pouvoir et non comme un gouvernement. Il convient également de mentionner que certains ont affirmé, y compris Thomas Jefferson, dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis, qu'il est possible et souhaitable d'avoir un gouvernement qui ne fait rien d'autre que de protéger les droits des individus. Mais une organisation qui ne ferait que cela ne serait pas un gouvernement. Tout individu a le droit de se défendre et de défendre les autres contre les agresseurs. L'exercice de ce droit, même dans le cadre d'une opération très organisée et à grande échelle, ne constituerait pas un gouvernement, pas plus que la production alimentaire organisée à grande échelle ne constitue un gouvernement. Pour qu'une chose soit un gouvernement, elle doit, par définition, faire quelque chose que les gens ordinaires n'ont pas le droit de faire. Un gouvernement ayant les mêmes droits que tout le monde n'est pas un gouvernement, pas plus que l'homme de la rue n'est un gouvernement. Alors, on va maintenant évoquer l'excuse de la nécessité. Vous l'avez toujours à l'écran. Je vous rappelle, on est dans cette émission numéro 3. Après l'ingrédient secret, voici donc l'excuse de la nécessité. L'excuse à laquelle les étatistes, les personnes donc qui croient au gouvernement, ont souvent recours, en fin de compte, est que l'humanité a besoin d'un gouvernement, que la société a besoin de dirigeants, que quelqu'un doit être aux commandes, sinon ce serait le chaos permanent et la pagaille sanglante. Est-ce que c'est ça que vous pensez, les amis? Mais la nécessité, qu'elle soit réelle ou imaginaire, ne peut pas rendre réelle une entité mythique. Le droit de gouverner ne va pas naître simplement parce que nous en avons soi-disant besoin pour avoir une société pacifique. Personne ne soutiendrait que le Père Noël doit exister parce que nous avons besoin de lui pour que Noël fonctionne. Si l'autorité n'existe pas et ne peut pas exister, comme nous le prouverons plus loin, dire que nous en avons besoin est non seulement inutile, mais aussi manifestement faux. Nous ne pouvons pas faire apparaître quelque chose par la seule force de notre volonté. Si vous sautez d'un avion sans parachute, votre besoin de parachute ne va pas en matérialiser un. De même, s'il est impossible pour une personne d'acquérir le droit de régner sur une autre, et impossible pour une personne d'acquérir l'obligation de se soumettre à une autre, comme démontré ci-dessous, alors prétendre que de telles choses doivent se produire est un argument vide de sens. Fin donc de cette partie 1, intitulée, comme vous l'avez vu,
la superstition la plus dangereuse. Passons à la partie 2 qui s'intitule «Les preuves de l'autorité». Vous l'avez à l'écran. Et commençons par l'abandon du mythe. Un nombre croissant de personnes pensent aujourd'hui que le gouvernement n'est pas nécessaire et que la société humaine fonctionnerait d'un point de vue pratique beaucoup mieux sans lui. D'autres soutiennent qu'indépendamment de ce qui fonctionne mieux, une société sans État coercitif est le seul choix moral, car c'est le seul choix qui n'encourage pas le recours à la violence contre des personnes innocentes. Bien que ces arguments soient à la fois valables et intéressants, il existe en fait un point de vue plus fondamental qui rend ces discussions sans objet. L'autorité, qu'elle soit morale ou non et qu'elle fonctionne ou non, ne peut pas exister. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration de ce qui devrait être, mais d'une description de ce qui est. Si l'autorité ne peut pas exister, comme nous le prouverons logiquement ci-dessous, tout débat sur la question de savoir si nous en avons besoin ou si elle fonctionne bien sur le plan pratique est inutile. Par conséquent, le but de ce livre n'est pas d'abolir le gouvernement, mais de montrer que le gouvernement, une classe dirigeante légitime, n'existe pas et ne peut pas exister, et que le fait de ne pas reconnaître ce fait a conduit à des souffrances et des injustices incommensurables. Même la plupart de ceux qui reconnaissent que le gouvernement est une énorme menace pour l'humanité parlent de le supprimer comme s'il existait réellement. Ils parlent comme s'il y avait un choix à faire entre avoir un gouvernement et ne pas en avoir. Ce n'est pas le cas. Le gouvernement est une impossibilité logique. Le problème n'est pas le gouvernement, mais la croyance en un gouvernement. Et je vous rappelle à ce que je vous ai expliqué en début d'émission. Par analogie, une personne qui se rend compte que le Père Noël n'existe pas ne part pas en croisade pour l'abolir ou l'expulser du pôle Nord. Il cesse simplement de croire en lui. La différence est que la croyance au Père Noël fait peu de mal, alors que la croyance en la bête mythique appelée autorité a conduit à une douleur et à une souffrance inimaginables, à l'oppression et à l'injustice. Le message ici n'est pas que nous devrions essayer de créer un monde sans autorité, c'est qu'il serait bon que les êtres humains acceptent le fait qu'un monde sans autorité est tout ce qui a jamais existé, et que l'humanité se porterait bien mieux, et que les gens se comporteraient d'une manière bien plus rationnelle, morale et civilisée si ce fait était largement compris. Alors je vais brancher un peu de retour pour m'assurer que le micro fonctionne bien. Alors, on va voir si les choses fonctionnent sur le plan technique. N'hésitez pas à me dire sur le chat si le son vous parvient correctement. Voilà, donc la vérification s'avère correcte. Pourquoi le mythe est tentant? Donc, vous avez toujours à l'écran, dans la partie 2, les preuves de l'autorité. On vient de parler de l'abandon du mythe et maintenant, pourquoi le mythe est tentant? Avant de démontrer que l'autorité ne peut exister, il convient de mentionner brièvement pourquoi quelqu'un voudrait qu'une telle chose existe. Il est évident que ceux qui cherchent à dominer les autres veulent que le gouvernement existe. Il leur offre un mécanisme facile, prétendument légitime, par lequel ils peuvent contrôler les autres par la force. Mais pourquoi quelqu'un d'autre, pourquoi ceux qui sont contrôlés voudraient qu'il existe? L'état d'esprit des étatistes commence, donc ceux qui croient en le gouvernement, commence généralement par une préoccupation raisonnable, mais se termine par une solution insensée. La personne moyenne qui regarde le monde, sachant qu'il y a des milliards d'êtres humains, dont beaucoup sont stupides ou hostiles, veut naturellement une sorte d'assurance qu'elle sera protégée de toutes les négligences et de toutes les malveillances que les autres peuvent faire. La plupart de ceux qui croient au gouvernement décrivent ouvertement la raison pour laquelle le gouvernement est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, parce qu'il est dans la nature de l'homme de voler, de se battre, etc. Les étatistes, donc ceux qui croient au gouvernement, affirment souvent qu'en l'absence d'une autorité de contrôle, d'un gouvernement établissant et appliquant les règles de la société à tout le monde, chaque conflit se terminerait par une effusion de sang. Il n'y aurait que peu ou pas de coopération, le commerce cesserait, ce serait chacun pour soi, et l'humanité se dégraderait jusqu'à devenir un homme des cavernes ou une existence de type Mad Max. En conséquence,
le débat entre l'étatisme et l'anarchisme. Notez bien ces deux mots. Le débat entre l'étatisme et l'anarchisme est souvent considéré à tort comme une question de savoir si les gens sont intrinsèquement bons et dignes de confiance et n'ont donc pas besoin de contrôleurs, ou s'ils sont intrinsèquement mauvais et indignes de confiance et ont donc besoin d'un gouvernement pour les contrôler. En vérité, que les êtres humains soient tous bons, tous mauvais ou quelque chose entre les deux, la croyance en l'autorité reste une superstition irrationnelle. Notez bien cela, la croyance en l'autorité reste une superstition irrationnelle. Mais l'excuse la plus populaire pour le gouvernement, que les gens sont mauvais et ont besoin d'être contrôlés, expose par inadvertance la folie inhérente à tout étatisme. En d'autres termes, si les êtres humains sont si négligents, stupides et malveillants qu'on ne peut pas leur faire confiance pour faire ce qu'il faut, comment la situation serait-elle améliorée en prenant un sous-ensemble, écoutez bien cela, de ces mêmes êtres humains négligents, stupides et malveillants et en leur donnant l'autorisation sociétale de contrôler de force tous les autres? Je vais répéter cette phrase tellement elle est capitale. En d'autres termes, écoutez bien, si les êtres humains sont si négligents, stupides et malveillants qu'on ne peut pas leur faire confiance pour faire ce qu'il faut, comment la situation serait-elle améliorée en prenant un sous-ensemble de ces mêmes êtres humains négligents, stupides et malveillants et en leur donnant l'autorisation sociétale de contrôler de force tous les autres? Pourquoi penserait-on qu'en réarrangeant et en réorganisant un groupe de bêtes dangereuses, on les rendrait civilisés? La réponse met en évidence la nature mythologique de la croyance en l'autorité. Ce n'est pas simplement un arrangement différent des êtres humains que les autorités recherchent, mais l'implication d'une entité surhumaine, avec des droits et des vertus que les êtres humains n'ont pas, qui peut être utilisée pour garder tous les êtres humains indignes de confiance dans le droit chemin. Dire que les êtres humains sont si imparfaits qu'ils ont besoin d'être contrôlés, un refrain courant chez les étatistes, implique que quelque chose d'autre que les êtres humains doit faire le contrôle. Or, vous aurez beau étudier le gouvernement, vous constaterez qu'il est toujours entièrement dirigé par des êtres humains. Dire que le gouvernement est nécessaire parce que les gens ne sont pas dignes de confiance est aussi irrationnel que de dire que si quelqu'un est attaqué par un essaim d'abeilles, la solution est de créer une hiérarchie autoritaire parmi les abeilles, assignant à certaines d'entre elles la tâche d'empêcher les autres abeilles de faire du mal, aussi dangereuse que soient les abeilles. Une telle solution est ridicule. Ce que les citoyens attendent réellement du gouvernement, c'est un pouvoir énorme et imparable qui sera utilisé pour le bien. Mais il n'existe aucun tour de magie, politique ou autre, capable de garantir que la justice sera rendue, que les bons gagneront ou que les innocents seront protégés et soignés. Le sauveur géant, surhumain et magique, dont les étatistes insistent sur la nécessité pour sauver l'humanité d'elle-même, n'existe pas. Sur cette planète, au moins, les êtres humains sont au sommet. Il n'y a rien au-dessus d'eux pour les contrôler et les obliger à se comporter correctement. Et l'hallucination d'une telle entité surhumaine ne la rend pas réelle, pas plus qu'elle n'améliore la situation. J'espère que vous comprenez bien tous les enjeux qui viennent d'être décrits dans ce paragraphe 2 intitulé « Pourquoi le mythe est tentant ». Maintenant, parlons de la religion du gouvernement. Vous avez tous ces points à l'écran dans la partie 2, les preuves de l'autorité. Le gouvernement n'est ni un concept scientifique, ni une construction sociologique rationnelle, ni une méthode logique et pratique d'organisation et de coopération humaine. La croyance en un gouvernement n'est pas fondée sur la raison, mais sur la foi. Notez bien cela. En vérité, la croyance en un gouvernement est une religion, constituée d'un ensemble d'enseignements dogmatiques, de doctrines irrationnelles qui vont à l'encontre des preuves et de la logique et qui sont méthodiquement mémorisées et répétées par les fidèles. Voilà la puissance du conditionnement dont nous sommes tous les victimes. Et il s'agit rien de moins ce soir que de sortir de l'illusion. Et chacun a pu faire des expériences dans sa vie où il a pu s'illusionner sur quelqu'un ou sur quelque chose. Comme d'autres religions, l'évangile du gouvernement décrit une entité surhumaine, surnaturelle,
au-dessus des simples mortels qui émet des commandements à l'intention de la paysannerie pour laquelle l'obéissance inconditionnelle est un impératif moral, la désobéissance aux commandements, enfreindre la loi étant considérée comme un péché, et les fidèles se réjouissent du châtiment des infidèles et des pécheurs, tout en étant fiers de leur propre loyauté et de leur humble soumission à leur Dieu, en tant que contribuables respectueux de la loi. Et si les mortels peuvent humblement supplier leur Seigneur de leur accorder des faveurs et de leur permettre de faire certaines choses, il est considéré comme blasphématoire et scandaleux que l'un des humbles paysans s'imagine pouvoir décider des lois du Dieu gouvernement qu'il doit suivre et de celles qu'il est acceptable d'ignorer. Leur mantra est le suivant: vous pouvez essayer de changer la loi, mais tant que c'est la loi, nous devons tous la suivre. Alors, dites-moi comment tout cela vous parle sur le chat, de façon à ce qu'on puisse comme ça avoir un partage les uns avec les autres. La nature religieuse de la croyance en l'autorité est exposée à la vue de tous lorsque les gens se lèvent solennellement, la main sur le cœur, et proclament religieusement leur foi éternelle et leur loyauté envers un drapeau et un gouvernement, la République. Il vient rarement à l'esprit de ceux qui récitent le serment d'allégeance tout en ressentant une profonde fierté que ce qu'ils font en réalité, c'est prêter serment d'allégeance à un système d'assujettissement et de contrôle autoritaire. En bref, ils promettent de faire ce qu'on leur dit et de se comporter comme des sujets loyaux envers leur maître. Hormis la phrase manifestement inexacte de la fin sur la liberté et la justice pour tous, l'ensemble du serment porte sur la soumission au gouvernement qui prétend représenter la collectivité comme s'il s'agissait en soi d'un objectif grand et noble. De nombreux autres rituels et chants patriotiques, ainsi que la vénération ouvertement religieuse accordée à deux morceaux de parchemin, la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis, démontrent également que les gens ne considèrent pas simplement le gouvernement comme une nécessité pratique, ils le considèrent comme un Dieu qu'il faut louer et adorer, honorer et auquel il faut obéir. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours dans ce paragraphe intitulé « La religion du gouvernement ». Le principal facteur qui distingue la croyance en un gouvernement des autres religions actuelles est que les gens croient réellement au Dieu appelé gouvernement. Les autres dieux auxquels les gens prétendent croire et les églises qu'ils fréquentent ne sont plus en comparaison que des rituels vides de sens et des superstitions répétées à demi-mot. Dans leur vie quotidienne, le Dieu que les gens prient réellement pour qu'il les sauve du malheur, pour qu'il frappe leurs ennemis et pour qu'il les couvre de bénédictions, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement dont les commandements sont le plus souvent respectés et obéis par les gens. Lorsqu'un conflit survient entre le gouvernement et les enseignements des dieux inférieurs, tels que payer sa juste part, les impôts, contre tu ne voleras pas, ou devoir envers son pays, service militaire, contre tu ne tueras pas, les commandements du gouvernement supplantent tous les enseignements des autres religions. Les politiciens, les grands prêtres de l'Église, du gouvernement, les porte-paroles et les représentants du gouvernement qui délivrent la loi sacrée d'en haut déclarent même ouvertement qu'il est permis au peuple de pratiquer la religion qu'il souhaite tant qu'il n'enfreint pas la religion suprême en désobéissant à la loi, c'est-à-dire au diktat du Dieu appelé gouvernement. Alors, faites-moi part sur le chat si vous aviez déjà perçu l'équivalence d'un gouvernement et d'une religion. Ce qui est peut-être le plus révélateur, c'est que si vous suggérez à un individu moyen que Dieu n'existe peut-être pas, il réagira probablement avec moins d'émotion et d'hostilité que si vous évoquez l'idée d'une vie sans gouvernement. Cela indique à quelle religion les gens sont plus profondément attachés sur le plan émotionnel et en quelle religion ils croient plus fermement. En fait, ils croient si profondément au gouvernement qu'ils ne reconnaissent même pas qu'il s'agit d'une croyance. La raison pour laquelle tant de personnes réagissent à l'idée d'une société sans État, anarchie, par des insultes, des prédictions apocalyptiques et des crises de colère émotionnelle plutôt que par un raisonnement calme, et que leur croyance dans le gouvernement n'est pas le résultat d'un examen attentif et irrationnel des preuves et de la logique. Il s'agit à tous égards d'une foi religieuse à laquelle on ne croit qu'en raison
un endoctrinement prolongé. Et il n'y a presque rien que les adorateurs de l'État trouvent plus terrifiant sur le plan existentiel que d'envisager la possibilité que le gouvernement, leur sauveur et protecteur, leur professeur et maître, n'existe pas en réalité et n'a jamais existé. De nombreux rituels politiques ont des connotations ouvertement religieuses. Les bâtiments grandioses, semblables à des cathédrales, le faste des inaugurations et autres cérémonies gouvernementales, les costumes traditionnels et les rituels séculaires, la façon dont les membres de la classe dirigeante sont traités et décrits, par exemple honorables, tout cela donne à ces procédures un air de sainteté et de révérence bien plus révélateur de rites religieux que d'un moyen pratique d'organisation collective. Il pourrait être agréable d'avoir une divinité moralement supérieure et toute puissante pour protéger les innocents et prévenir l'injustice. Et c'est ce que les étatistes espèrent, que le gouvernement sera un décideur final, sage, impartial, omniscient et tout-puissant, qui annulera et remplacera les caprices imparfaits, myopes et égoïstes de l'homme en dispensant infailliblement la justice et l'équité. Cependant, une telle chose n'existe pas et ne peut pas exister, et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il est tout à fait insensé de considérer le gouvernement comme la solution à l'imperfection humaine. Par exemple, ce que presque tous les étatistes veulent, c'est que le gouvernement applique des règles objectives de comportement civilisé. Plus précisément, chaque individu veut que sa propre perception de la justice et de la moralité soit appliquée par l'autorité, tout en ne réalisant pas qu'à partir du moment où il y a une autorité, ce n'est plus à cet individu de décider de ce qui est moral ou juste. L'autorité s'arrogera le droit de le faire à sa place. Ainsi, à maintes reprises, les adeptes de l'autorité ont essayé de créer une force toute puissante pour le bien, en nommant certaines personnes à la tête de l'État, pour apprendre rapidement qu'une fois que le maître est sur le trône, il ne se soucie pas de ce que ses esclaves espéraient qu'il ferait avec le pouvoir qu'il lui avait donné. Ça vous rappelle rien tout ça, les amis? Et cela est arrivé à toutes sortes d'étatistes avec des croyances et des agendas très différents. Les socialistes affirment que le gouvernement est nécessaire pour redistribuer équitablement les richesses. Les objectivistes affirment que le gouvernement est nécessaire pour protéger les droits individuels. Les constitutionnalistes affirment qu'un gouvernement est nécessaire pour accomplir uniquement les tâches énumérées dans la Constitution. Les adeptes de la démocratie affirment que le gouvernement est nécessaire pour accomplir la volonté de la majorité. De nombreux chrétiens affirment que le gouvernement est nécessaire pour faire respecter les lois de Dieu, et ainsi de suite. Et dans tous les cas, les gens finissent par être déçus parce que l'autorité change toujours le plan afin de servir les intérêts des personnes au pouvoir. Une fois qu'un groupe de dirigeants est aux commandes, ce que les masses voulaient qu'ils fassent de leur pouvoir n'a plus d'importance. Ce fait a été démontré par tous les gouvernements de l'histoire, et en particulier par notre gouvernement présent. Une fois que le peuple a créé un maître, le peuple, par définition, n'est plus aux commandes. S'attendre à autre chose, même sans tous les exemples historiques, est absurde. Il est ridicule d'espérer que le maître serve l'esclave, que le pouvoir soit utilisé uniquement au profit de celui qui est contrôlé et non de celui qui le contrôle. Ce qui rend la chose encore plus insensée, c'est que les étatistes prétendent que la nomination de dirigeants est le seul moyen de surmonter les imperfections et l'indignité de l'homme. Les étatistes observent un monde rempli d'étrangers aux motivations et à la moralité douteuse, et ils ont peur de ce que certains d'entre eux pourraient faire. En soi, il s'agit d'une préoccupation tout à fait raisonnable. Mais alors, pour se protéger contre ce que certaines de ces personnes pourraient faire, les étatistes préconisent de donner à certaines de ces mêmes personnes, à la vertu douteuse, un énorme pouvoir, si vous ne voyez pas à qui on peut faire allusion, et la permission sociétale de régner sur tous les autres, dans le vain espoir que, par miracle, ces personnes décideront d'utiliser leur nouveau pouvoir uniquement pour le bien. En d'autres termes, l'étatiste regarde son prochain et pense « Je ne te fais pas confiance pour être mon voisin, mais je te fais confiance pour être mon maître ». Bizarrement, presque tous les étatistes admettent que les hommes politiques sont plus malhonnêtes.
corrompus, fourbes et égoïstes que la plupart des gens. Mais ils insistent toujours sur le fait que la civilisation ne peut exister que si ces personnes particulièrement indignes de confiance reçoivent à la fois le pouvoir et le droit de contrôler de force tous les autres. Les partisans du gouvernement croient vraiment que la seule chose qui puisse les protéger des défauts de la nature humaine est de prendre certains de ces humains imparfaits, certains des plus imparfaits en fait, et de les nommer Dieu, avec le droit de dominer toute l'humanité, dans l'espoir absurde que si on leur donne un pouvoir aussi énorme, ces personnes ne l'utiliseront que pour le bien. Et le fait que cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du monde n'empêche pas les étatistes d'insister sur le fait que cela doit se produire pour garantir une civilisation pacifique. Note personnelle de l'auteur. Je dis tout cela en tant qu'ancien fervent étatiste qui, pendant la majeure partie de ma vie, a non seulement accepté les autocontradictions et les rationalisations délirantes qui sous-tendent le mythe du gouvernement, mais a également répandu cette mythologie avec véhémence. Je n'ai pas échappé à mon propre endoctrinement autoritaire, rapidement ou confortablement, mais j'ai abandonné la superstition lentement et à contre-cœur, avec beaucoup de coups de pied et de crises intellectuelles en cours de route. Je mentionne ceci uniquement pour que l'on comprenne bien que lorsque je parle de la croyance en l'autorité comme totalement irrationnelle et insensée, je m'attaque à mes propres croyances antérieures autant qu'à celles de quiconque. Donc le livre, vous l'avez sous les yeux, ça vous rappelle que l'auteur, c'est Larken ou Larken Rose, et que vous pouvez, si vous le souhaitez, trouver donc, évidemment, vous pouvez trouver sa chaîne YouTube en anglais. Bonsoir Benjamin, et merci de te manifester sur le chat. Une autre façon de voir les choses est que les étatistes s'inquiètent du fait que des personnes différentes ont des croyances différentes, des points de vue différents, des normes morales différentes. Ils expriment des préoccupations telles que « et s'il n'y a pas de gouvernement et que quelqu'un pense qu'il est normal de me tuer et de voler mes affaires ?» La solution autoritaire consiste à ce que, au lieu que chacun décide pour lui-même de ce qui est bien et de ce qu'il doit faire, il y ait une autorité centrale qui établisse un ensemble de règles qui seront appliquées à tous. Les étatistes espèrent évidemment que cette autorité édictera et appliquera les bonnes règles, mais ils n'expliquent jamais comment ni pourquoi cela se produirait. Puisque les édits du gouvernement sont rédigés par de simples êtres humains, généralement des êtres humains exceptionnellement assoiffés de pouvoir et corrompus, pourquoi devrait-on s'attendre à ce que leurs règles soient meilleures que les règles que chaque individu choisirait pour lui-même? La croyance en un gouvernement ne met pas tout le monde d'accord. Elle ne fait que créer une occasion de transformer les désaccords personnels en guerre à grande échelle et en oppression de masse. Le fait qu'une autorité règle un différend ne garantit pas non plus que le bon côté l'emporte. Pourtant, les étatistes parlent comme si le gouvernement était juste, raisonnable et rationnel dans des situations où les individus ne le seraient pas. Une fois de plus, cela démontre que les partisans du gouvernement imaginent que l'autorité possède des vertus surhumaines auxquelles il faut accorder plus de confiance qu'aux simples mortels. L'histoire montre le contraire. Un sens moral tordu chez une personne ou quelques personnes peut entraîner le meurtre d'une personne, voire de dizaines de personnes, mais ce même sens moral tordu chez quelques personnes seulement, lorsqu'elles s'emparent de la machine appelée gouvernement, peut entraîner le meurtre de millions de personnes. L'étatiste veut que son idée des bonnes règles soit imposée à tous par une autorité centrale, mais il n'a aucun moyen d'y parvenir et aucune raison de s'attendre à ce que cela se produise. Dans leur quête d'un bon tout-puissant pour sauver la situation, les étatistes finissent toujours par créer des méchants tout-puissants. Faut-il rappeler l'épisode du nazisme? Encore et encore, ils construisent des monstres gouvernementaux géants et inarrêtables dans l'espoir qu'ils défendront les innocents pour finalement découvrir que les monstres deviennent une menace bien plus grande pour les innocents que les menaces contre lesquelles ils ont été créés. Ironiquement, ce que les étatistes préconisent en réalité dans leur tentative de garantir la justice pour tous, c'est la légitimation du mal. Retenez bien ceci, c'est la légitimation du mal. En vérité, tout ce que la croyance en l'autorité fait, et tout ce qu'elle peut faire, c'est d'introduire davantage de violence immorale dans la société.
Il ne s'agit pas d'une coïncidence malheureuse, ni de l'effet secondaire d'une idée fondamentalement bonne. C'est un truisme basé sur la nature de la croyance en l'autorité et c'est facile à prouver logiquement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, les amis. Je vous remontre avant de mettre fin à ce live notre sommaire du jour. Vous voyez, on a abordé aujourd'hui cette partie 2, l'épreuve de l'autorité, avec 3 thèmes qui sont l'abandon du mythe, pourquoi le mythe est tentant, la religion du gouvernement. Et puis demain, dès demain à 21h30, donc même heure qu'aujourd'hui, eh bien, nous poursuivrons cette partie 2, l'épreuve de l'autorité, avec les thèmes suivants. Autorité égale violence immorale, modifier la moralité et l'inévitabilité du jugement. Alors merci pour ton commentaire, Benjamin. Voilà, je le mets à l'écran. La porosité de la nature humaine à la manipulation et la corruption semble être immuable lorsqu'on contemple l'histoire. Merci pour ta réflexion qui montre qu'effectivement, tu as bien reçu l'essentiel de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Alors, pour ma part, je trouve ce texte très, très dense. C'est la raison pour laquelle je vous invite à écouter, réécouter et réécouter encore pour vous assurer de bien comprendre de quoi il s'agit et je vous invite évidemment à prendre, des notes, à vous faire un résumé, personnel de ce que vous comprenez de ce texte, de façon à pouvoir, petit à petit vous déconditionner de tout ce qu'on a mis dans votre tête et je vous rappelle que l'auteur du livre s'appelle Larken Rose et que par ailleurs, il découle de tout ce qui est exprimé et débattu dans ce livre, eh bien, il découle les 5 émissions de Marc Passio consacrées à la loi naturelle. La loi naturelle, pourrait-on dire, est la conséquence, en fait, de ce qui est exprimé dans ce livre intitulé La plus dangereuse des superstitions. Et en fait, Marc Passio lui-même, dans sa conférence numéro 3, vous allez trouver sur la chaîne YouTube de Jeanne Traduction, eh bien, dit que s'il devait recommander quelque chose à lire, il y aurait uniquement 2 livres. Eh bien, vous savez quoi? Un de ces 2 livres, c'est celui que vous avez sous les yeux. Et puis le deuxième, je vais vous le montrer en l'ajoutant à ma série des diapositives que j'avais présélectionnées avant l'émission. Le deuxième livre que vous trouvez pour la modique somme de 5 € environ, s'appelle, alors le temps que ça l'importe, s'appelle La fin du mal. Donc, je vous invite aussi à le lire pour vous-même. Celui-là, vous pouvez le trouver facilement. Il s'appelle donc La fin du mal de Jérémie Locke. En revanche, celui que nous sommes en train de lire, eh bien, à ma connaissance, on ne peut trouver, en cherchant bien sur Internet, qu'une version PDF en anglais. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prendre les choses en main et de vous offrir une traduction. Et je vous rappelle que cette traduction, on l'a affichée au début de l'émission à l'écran, je vous la remets. Il suffit de recopier le lien que vous avez dans le premier message de cette émission sur le chat et ce lien est valable 72 heures. Donc il est valable 3 jours et vous aurez ainsi les 50 premières pages en version française qui couvrent les émissions numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les amis, je vous donne rendez-vous demain mercredi 26 juillet à 21h30. Merci à toi Benjamin de nous avoir rejoints et d'avoir participé sur le chat et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à avoir envie de participer sur ce chat. Passez une excellente soirée et une très bonne nuit. À tout bientôt les amis et merci d'être jour après jour avec nous sur la chaîne YouTube sur les pas de Pierre et Léna. À tout bientôt.